Oui, bonjour à tous. Alors c'est un plaisir pour moi de présenter Franck Molina, ici présent, qui va nous parler d'ingénierie des systèmes biologiques synthétiques. C'est d'autant plus un plaisir pour moi qu'on se connaît depuis une bonne dizaine d'années, quand on était tous les deux dans le cadre du programme épigénomique à Évry, qui était une structure d'animation scientifique autour des systèmes biologiques complexes. Et aussi autour de la pluridisciplinarité pour aborder ces questions-là. Alors Franck a toujours été intéressé par les questions de pluridisciplinarité et il a été pionnier à la fois en biologie des systèmes et puis en biologie synthétique. Tout ça l'a amené à créer un laboratoire un peu particulier qui s'appelle SysDiag, autour de la modélisation des systèmes biologiques complexes et de l'ingénierie pour le diagnostic. Tu me corrigeras, d'accord. Et la particularité de ce laboratoire, c'est que c'est une unité mixte, CNRS, avec une entreprise privée, Biorad. Et donc, il anime une structure qui fait à la fois de la recherche académique et de la recherche industrielle. Et donc, pour tout cela, je pense que tu as une bonne vision du domaine. Et du coup, je suis très content de te laisser la parole pour cet exposé sur l'ingénierie des systèmes biologiques synthétiques. Merci beaucoup, Jean-Paul. Je suis moi-même très heureux d'être ici. Est-ce que le micro, ça va? Je ne vais pas me faire gronder. C'est bon? Donc, merci beaucoup, Jean-Paul. Alors, je suis à mon tour très heureux d'être ici, parce que j'ai beaucoup d'amis, dont Jean-Paul, Gilles et d'autres ici. Et puis, il se passe aussi beaucoup de choses. Là, vous avez un lieu qui est assez extraordinaire, presque aussi bien que celui de Montpellier. Hein. Non, mais franchement, on vous envie un peu quand même, parce que vous avez en plus une unité de lieu, un peu forcée par la nature, et je trouve ça assez joli. Moi-même, je pousse un peu à Montpellier pour qu'il se passe des choses un peu similaires. On a quelque chose d'assez sympa aussi à Montpellier en termes de structure, mais cette unité de lieu un peu forcée par la forêt, je trouve ça vachement intéressant ici. Mais au-delà de ça, effectivement, on a une longue expérience avec mes collègues de l'interdisciplinarité. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce qu'à la fin, on a l'impression d'être de moins en moins spécialiste et de moins en moins connaître ce que l'on fait. En tous les cas, je vous demande un tout petit peu d'indulgence, parce que je vais vous parler de pas mal de choses différentes et à la fois appliquées dans un domaine où on a besoin de brosser et de traverser comme ça des disciplines différentes pour résoudre nos problèmes au quotidien. Donc je vais vous parler aujourd'hui de biologie synthétique, après vous avoir présenté très brièvement un peu pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça. Et évidemment, ça fait appel à des savoir-faire de concepteurs, d'ingénierie. Et là, c'est probablement ici, dans l'assistance, qu'il y aura le plus de spécialistes, mais on y touche un tout petit peu, mais d'ingénierie de systèmes biologiques, et là ça se complexifie un petit peu parce que les systèmes biologiques sont par nature un petit peu complexes, très bruités, et ils font un peu ce qu'ils veulent, bien souvent, on ne les comprend pas très bien. Et donc, quand on essaie d'ingénierer des systèmes aussi complexes, on a quelquefois beaucoup de questions, plus que de réponses. Donc je vais essayer de vous faire un petit point grossier de la biologie synthétique, un peu les enjeux. Je ne veux pas vous faire un historique, etc. Vous trouverez tout ça sur Internet, bien mieux qu'ici. Mais par contre, un peu vous le projeter dans qu'est-ce qu'on peut en faire dans le domaine des applications cliniques. Donc, comme l'a dit Jean-Paul, j'anime un laboratoire mixte privé-public. C'est une UMR finalement, entre le CNRS et Biorad. Et l'objectif, vous voyez, ils sont relativement simples. Alors, c'est des phrases un peu ronflantes, mais c'est finalement comprendre. Donc là, c'est le volet un petit peu fondamental. On veut quand même comprendre les grands mécanismes des pathologies un petit peu complexes qu'on adresse. Et de ces mécanismes, on va essayer d'identifier des biomarqueurs, des signaux qui caractérisent l'évolution d'une pathologie. Et de ces signaux, on va essayer de faire des systèmes, biologiques ou non, qui vont aller détecter ces signaux pour ensuite donner des éléments de prise de décision au praticien qui lui-même est un clinicien. Voilà, et donc vous avez compris que dans ce cheminement, il y a le côté compréhension, mais aussi construction, design de solutions opérationnelles jusqu'à l'utilisation des cliniciens, donc avec des validations industrielles et des validations cliniques. Alors pourquoi on s'intéresse au diagnostic médical? Je fais cette intro parce qu'en ce moment, il se passe des bouleversements
très important dans le domaine et qui renverse complètement les pratiques à la fois scientifiques et économiques. Alors, voilà, moi, je suis un peu au milieu de tout ça. Alors, je suis CNRS, mais malgré tout, c'est intéressant de savoir un peu où est-ce que l'on va dans le domaine de certaines pratiques cliniques et qu'est-ce que nous, en tant que scientifiques, on peut apporter à ces pratiques. Et finalement, les points clés, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est que les gens se sont rendus compte il y a quelques années que la pratique de la santé, principalement orientée sur on identifie des pathologies et on les soigne avec des traitements, pharmacologie et diagnostic, eh bien, la pharmacologie coûte très cher, les médicaments, les grandes industries de médicaments, vous en entendez souvent parler, et le diagnostic coûte très peu cher. Mais par contre, l'apport du diagnostic dans la prise de décision est très élevé et il engendre une meilleure prise en compte du patient, plutôt un meilleur soin du patient, une meilleure réussite des traitements, et donc des réductions de coûts très très lourds pour la santé. Donc les gens se sont rendus compte de ça. Parallèlement, l'industrie de la conception de médicaments est en train d'avoir des grosses difficultés de modèles, et pas seulement business, mais de modèles scientifiques pour développer de nouveaux médicaments, ce qui fait que c'est très difficile d'avoir de nouveaux médicaments, c'est très long, c'est très coûteux, et à côté, le diagnostic, eh bien, c'est 4-5 ans, 7 ans le plus long pour développer un diagnostic de l'idée jusqu'au produit sur le marché. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans les mêmes échelles que la pharmacie pour développer les médicaments, et il y a un bénéfice pour le patient très fort. Et alors à côté de ça, nouvelles barrières qui seront, c'est qu'avant c'était deux domaines très séparés, il y avait les artisans dans le diagnostic et puis les gros industriels dans le domaine de la pharmacie, et puis on parle de médecine personnalisée. Médecine personnalisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire tester le patient à titre individuel pour pouvoir décider, je vais vous donner tel médicament qui va marcher parce que ce second médicament, lui, ne va pas marcher sur vous. Et aujourd'hui, il y a même des obligations d'utiliser des médicaments après avoir testé obligatoirement le patient pour ne pas lui donner, par exemple, une thérapie dans le domaine du cancer, par exemple, qui va fatiguer le patient et peut-être le perdre parce qu'elle est toxique, cette thérapie, et finalement, on sait d'avance qu'elle ne va pas marcher. Donc, comment savoir ça d'avance? Il faut faire des tests, quelquefois génétiques, quelquefois métaboliques. Ces tests-là, c'est du savoir-faire diagnostique appliqué pour des besoins différents d'orienter la thérapeutique. Ça s'appelle la théranostic. Ça doit être écrit par là. Et c'est finalement ce lien entre la médecine personnalisée et le diagnostic qui fait le pont entre le diagnostic et la pharma. Ça change tout. Et évidemment, vous avez compris pourquoi ces cours s'élèvent. C'est tout simplement parce que le faire du diagnostic, ça coûte moins cher. Ça fait réduire les coûts de santé. Ça augmente le business des gens qui font des médicaments. Et c'est un bénéfice pour le patient. Donc aujourd'hui, on voit arriver de nouveaux acteurs, de nouvelles entreprises, de nouveaux laboratoires dans le domaine du diagnostic qui était avant un petit monde assez artisanal. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, la médecine personnalisée? Il faut tester le patient individuellement, et donc on ne va pas tout le temps lui amener des grosses machines qu'on trouve dans les laboratoires à proximité du lit. Qu'est-ce qu'on va faire? Miniaturisation, et là, de nouvelles orientations avec des liens très forts avec l'électronique, le traitement des données, la communication de données sensibles liées à la santé au travers du réseau, etc. Donc ce lien avec les technologies des communications et de l'information très très fort, à la fois avec le hard électronique et aussi avec le soft, traitement des données. Donc pour les gens qui font de l'interdisciplinarité, c'est un joli terrain de jeu. Le laboratoire, j'arrêterai là après sur le laboratoire, eh bien c'est quoi? C'est 70% quand même de gens qui sont à la paillasse, expérimentaux, consomment beaucoup en termes de ressources, et 30% de théoriciens qui sont moins consommateurs de ressources en termes de coûts, mais qui par contre nous amènent énormément dans la conception de nos expériences et de nos réalisations. Et aujourd'hui, nous n'avons pas des équipes séparées, ce sont des équipes intégrées dans lesquelles nous avons des théoriciens de divers types, des statisticiens, mathématiciens, informaticiens, selon les cas, et mélangés à des expérimentalistes. Alors, bon, ça j'en ai parlé, je vais passer rapidement. Ce lien entre... Voilà. Donc aujourd'hui, on voit un petit peu se développer le diagnostic sur ces axes, hop, je vais y arriver, si, voilà, sur des axes, comme je disais, un peu classiques, dans le domaine du diagnostic médical, qui se pratique toujours, quand même, pour essayer de détecter les maladies tôt et précocement, eh bien, on va tester beaucoup de patients, on va croiser ça avec l'imagerie, il va y avoir des traitements de données très importants, etc. Donc il y a des questions récentes sur la convergence aussi des technologies qui sont assez intéressantes. Sur le côté lien entre le diagnostic et la thérapie, eh bien, on voit que ça se centre beaucoup sur les problèmes de biologie, quels biomarqueurs, comment stocker les biobanques, c'est des banques d'échantillons humains issus de patients que l'on va pouvoir tester pour valider cliniquement, etc. Et par contre, là où il y a un terrain de jeu très interdisciplinaire, c'est sur ce qu'on appelle les point of care, c'est-à-dire les tests près du patient,
soit à l'hôpital où on amène un petit chariot avec des appareils très lourds mais miniaturisés, soit carrément le patient chez lui avec un PDA, un dérivé de PDA, sur lequel on va faire des tests. Et, pardon, donc ça, c'est connu par exemple dans le domaine du diabète et c'est déjà utilisé. Voilà. Alors un biomarqueur, je développe juste cette notion-là, hein, c'est quoi? C'est une notion mesurable, si possible de façon chiffrée, avec des données de précision, avec des validations cliniques, parce que je le disais, en biologie, nos échantillons humains notamment sont très bruités, et qui sont finalement des indicateurs le plus objectifs possible de nos process biologiques, de l'évolution de ces process vers une pathologie ou le fonctionnement d'un médicament. Et ce ne sont plus seulement des biomarqueurs de diagnostic, mais aussi ils peuvent être prédictifs, ils peuvent être une signature du fonctionnement métabolique du patient, donc pas d'une pathologie, mais de sa réactivité ou non à telle ou telle drogue ou à telle ou telle diète, par exemple, dans le domaine de l'obésité et du diabète, et des biomarqueurs de suivi, de monitoring dans le temps de l'évolution de ces pathologies ou de l'évolution vers une pathologie. Donc, on le voit, ça part toujours d'une question clinique, des biomarqueurs, des outils technologiques qui vont nous permettre de réaliser ça, soit très lourds, et ce sont des robots implantés dans les hôpitaux le plus souvent ou dans des laboratoires d'analyse, et là ce sont des tests très précis, etc. Soit ce sont des tests très petits. Mais on voit très vite ce qui est en train de se passer, c'est qu'un peu comme le test de grossesse qui a été un test précurseur et qui a changé les pratiques, on voit arriver le patient qui demande sur Internet à non pas médiquer, mais s'auto-diagnostiquer sur telle ou telle pathologie. Et petit à petit, on va assister probablement à un changement de pratique dans le domaine clinique où le patient va être de plus en plus demandeur de tests qu'il va pouvoir acheter à bas coût dans les supermarchés ou dans une pharmacie afin de pouvoir se tester de façon très préliminaire, peut-être un peu imprécise, mais très préliminaire, avant de passer chez son médecin généraliste, qui lui-même aura déjà quelques données préliminaires, avant de l'envoyer vers des tests plus sophistiqués. Ça va poser beaucoup de problèmes d'éthique, de régulation. Excusez-moi, je viens de me rendre compte, est-ce que vous voulez que je parle en anglais ou en français? Français, c'est bon? Shall I continue in English? C'est bon? Allez, je continue en français, pardon, hein, désolé. Et donc, bien sûr, il y a des coûts derrière qui sont impliqués, mais surtout, qui va finir par prendre la décision? Est-ce que le clinicien va être toujours le centre de cette prise de décision? Si le clinicien, c'est-à-dire l'expert, est toujours le centre de cette prise de décision, ça veut dire que les systèmes qu'on va mettre en place pourront rester compliqués, interprétés par des experts. Si c'est le client, tout venant, la rue, le client qui va au supermarché, qui doit lui-même s'auto-diagnostiquer avant d'aller voir son médecin, à ce moment-là, on doit repenser notre façon de restituer les données et donc faire le travail pour le patient, non seulement au niveau de la détection, mais aussi au niveau de l'interprétation. Et là, ça se complique en termes de régulation et en termes aussi scientifiques. Alors, les solutions pour rester un peu dans ce domaine, eh bien, les principales aujourd'hui mises en œuvre avec beaucoup de gens, et c'est un domaine très interdisciplinaire qui fait appel à la biochimie, la chimie, l'électronique, c'est le développement de ces systèmes point of care avec un couplage de la biologie, quelle est la protéine qui circule dans le domaine, cette enzyme, etc., la détection des enzymes par un système quel qu'il soit. Alors ici, j'ai mis un exemple qui va produire des électrons capturés par un système électronique amplifié et donc ensuite interprété par un système électronique, mais il y a plein d'autres choses qui existent, et ça, c'est le domaine des biocapteurs, des biosenseurs électroniques. Tout ce domaine de la bioélectronique, vous voyez ici, c'est un petit cartoon qui montre qu'on peut coupler à des capteurs électroniques ici toutes sortes de choses, des fragments d'ADN pour détecter des ADN à très basse quantité, des anticorps ici, des molécules, des enzymes, des peptides, toutes sortes de choses. Ça marche assez bien et il y a énormément de développement derrière tout ça. On peut même aller jusqu'à faire des puces RFID pour aller faire ça. Donc vous voyez que c'est un domaine vraiment de couplage entre la biologie, la biochimie et l'électronique. Donc ça, un domaine en pleine effervescence, énormément de choses très intéressantes. Et maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Ça sous-entend encore ici qu'il y a un appareillage électronique, donc un device, qui doit être construit, utilisé, avec un mode d'emploi pour le patient, etc. Donc on réfléchit à aller encore un pas plus loin, et là on rentre un peu dans le volet plus recherche et un tout petit peu moins applicatif, on est un peu plus prospectif vis-à-vis de ça, donc très loin du marché, et on essaye de construire cette fois-ci un système qui soit autonome, qui ne nécessite pas nécessairement d'appareillage lourd, et qui soit jetable,
petit, le moins cher possible, et simple d'utilisation et d'interprétation. Et on essaye donc de faire des systèmes artificiels biologiques, calculants, programmés, pour réaliser les tâches que font des systèmes aujourd'hui interfacés entre la biologie et l'électronique. Donc en clair, remplacer cette partie-là notamment par complètement que de la biologie qui va calculer, on appelle ça de la biologie synthétique pour nous, appliquée au diagnostic, mais de façon plus large. Il faut que vous sachiez, je ne reviendrai pas là-dessus, que la biologie synthétique, évidemment, peut être appliquée à toutes sortes d'autres domaines, la chimie verte, les biocarburants, la pétrochimie, et toutes sortes de choses de ce type-là. Dans notre cas, on va travailler sur des applications de type santé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette science, la biologie synthétique? Vous avez peut-être déjà entendu parler. Très brièvement, ça s'inspire un petit peu des outils qu'on manipule déjà depuis pas mal de temps dans le domaine de la biologie systémique. Alors, la biologie systémique, c'était, on a des systèmes très complexes, des cellules, des réseaux de cellules, des systèmes moléculaires extrêmement imbriqués, et on essaye d'utiliser les approches de modélisation de systèmes complexes pour essayer de comprendre ce qui se passe, et pas seulement la partie expérimentale. Donc là, on essaye de comprendre. En utilisant ce même système-là de lien entre l'expérience, les modèles et la conception, eh bien, on va cette fois non pas utiliser les outils pour comprendre, mais pour concevoir des systèmes ab initio ou reprogrammer des systèmes biologiques. Alors, en clair, c'est ça, il y a deux grands volets dans la biologie synthétique. C'est soit vous prenez un système vivant, une bactérie par exemple, et vous la reprogrammez de façon assez profonde pour lui faire des tâches, disons, conçues à l'avance, de façon robuste. Et donc ça, c'est un peu la première partie, c'est la reconstruction de systèmes biologiques existants. C'est plutôt, la deuxième, c'est le redesign. Ou sinon, on peut faire le design ab initio de systèmes dans lequel on part de zéro et on conçoit complètement les réseaux. Je vais vous montrer deux exemples de ce type-là. Mais ça sous-entend passer par des phases d'ingénierie, des phases que vous connaissez probablement très bien ici. Alors, il y a eu des précurseurs, notamment à IGM aux États-Unis, où ils ont conçu des bibliothèques de briques élémentaires biologiques plutôt faites pour transformer de façon génétique des bactéries, Escherichia coli de façon générale. Et donc ces bibliothèques de biobriques sont capables d'exprimer de façon conditionnelle, sensible à tel ou tel marqueur. Et elles sont stockées, il y en a plus de 10 000 aujourd'hui stockées, vous pouvez les commander par Internet. Et on vous envoie un petit bout d'ADN comme ça que vous n'avez plus qu'à transfecter dans une bactérie et qui fait ce qui est spécifié dans la banque de données en termes de biobriques d'action élémentaire collables. Mais bien sûr, vous allez repasser par des systèmes quand même où, à la fin, vous allez probablement les coupler avec d'autres systèmes que vous concevrez vous-même. Et donc, de cette phase d'abstraction et de modularisation, et vous recevez plutôt des modules, vous allez un petit peu concevoir un système, et c'est là où les problèmes arrivent, c'est au moment de les faire travailler ensemble, et les problèmes de composabilité en biologie sont quand même assez sérieux. Donc, il y a quand même eu des travaux, très recherche fondamentale, sans application directe, dans le monde industriel, bien sûr. Donc l'idée, c'est de travailler soit à concevoir des briques de biologie élémentaire, soit moléculaires, soit modulaires sur le plan de la fonction, pour ensuite construire des systèmes un peu plus sophistiqués. Et là, il y a une variété très grande de choses. Et puis avec des choses, alors ça ne sont que quelques exemples, mais des gens qui essayent de faire des virus ou des bactéries qui attaquent des cellules cancéreuses de façon spécifique chez un organisme vivant, donc une souris on espère, enfin pour le moment, chez l'humain on ne sait pas gagné encore. Il y a des gens qui s'intéressent à la biologie synthétique pour essayer de comprendre comment fonctionne une cellule minimale, donc c'est une autre stratégie, c'est plus dans le domaine de comprendre la biologie. Il y a des gens qui essayent de faire des systèmes électroniques laïques, etc., voire de reprogrammer des plantes pour faire des scaffolds, des patrons qui produiraient de la masse osseuse sur dessin, on fait du dessin industriel, on fait pousser des cellules de plantes sur un patron, et ces cellules de plantes vont générer de la masse osseuse pour préparer de futures greffes biologiquement produites par des cellules de plantes reprogrammées, par exemple. Et donc il y a une très bonne revue là, qui est sortie il y a 1 an et demi qui montre un petit peu comment la biologie synthétique sort un petit peu du volet science fondamentale pour essayer de faire des applications en clinique. Mais aujourd'hui, force est de constater que par exemple, là ce sont des bactéries qui attaquent des cellules cancéreuses. Ici c'est un système, ce sont des cellules qu'on injecte chez l'animal qui a une pathologie, un problème d'homéostasie d'acide urique, c'est-à-dire en gros son niveau d'acide urique n'est pas régulé, c'est la goutte. Donc c'est très préjudiciable pour le système global. Et bien là, il y a un petit système génétique qui est un peu un senseur d'acide urique
dans le sang, et en fonction du niveau d'acide urique, qui va rétablir et produire ou non de l'acide urique. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui marchotent, on va dire, chez la souris, parce que la robustesse dans le temps est très délicate, etc. Et on voit bien tous les problèmes qui sont derrière. Mais voilà, la conséquence aujourd'hui, c'est qu'on ne maîtrise pas dans un système complexe aujourd'hui ces systèmes. Pourquoi? Parce qu'ils interagissent fortement avec le système qui les accueille, évidemment. Alors ils sont à la fois très biologiques compatibles, mais ils interagissent fortement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il va falloir trouver des solutions pour à la fois être robuste, biocompatible, mais assez orthogonal au système dans lequel on va l'implanter. Voilà. Et donc ici, vous avez un petit avantage et inconvénient grossier de ce que la biologie synthétique peut apporter dans le domaine du diagnostic clinique. Donc évidemment, ce sont des mesures qui peuvent être faites dans le corps humain, on le pense, et donc aller accéder à des zones où les systèmes diagnostiques aujourd'hui ne vont pas. Donc ça, c'est très intéressant. Mais par contre, aujourd'hui, il existe des systèmes et il faudra au moins arriver à des sensibilités, des spécificités de ces systèmes, des qualités techniques de ces systèmes au moins égaux à ce qui existe aujourd'hui avec les systèmes classiques. Par contre, la grande force, c'est qu'on va pouvoir calculer, on n'aura plus de systèmes lourds d'appareillage liés à ces systèmes, donc une baisse de coût. On peut faire des calculs sophistiqués. Par contre, il va falloir valider sur le cahier des charges caractéristiques avant de pouvoir avoir l'autorisation de mettre sur le marché. Et là, ça va se compliquer parce que les systèmes biologiques, certes, imaginons que dans le meilleur des cas, ils fassent ce qu'on a programmé, mais ils font aussi beaucoup d'autres choses. Et ces autres choses, il va falloir prouver qu'elles ne sont pas dangereuses pour le patient. Et là, c'est une grosse difficulté. Alors, la biocompatibilité, c'est à double tranchant parce que c'est à la fois très bien, c'est jetable, on essaye de faire des choses non toxiques, ça n'affecte pas trop le patient, c'est moins dangereux qu'une molécule chimique, un médicament aujourd'hui, injecté, voilà. Mais en même temps, ça interagit beaucoup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, du coup, il y a un problème de stabilité de notre système. Et donc, du coup, on peut avoir d'autres dangers à arriver, mais tout simplement parce qu'il y a une très bonne compatibilité et donc des interactions inattendues. Et ça, il faut y faire attention. Et bien sûr, le lien, on l'a évoqué tout à l'heure, très fort avec d'autres technologies qu'on peut maîtriser. Donc ça, c'est pas mal, mais alors on a des gros problèmes du type impédance des systèmes biologiques, électroniques, par exemple. Alors voilà, ça, ce sont des choses qui se développent beaucoup avec une vision conceptuelle assez parallèle à l'électronique, qui a quand même ouvert le champ de l'ingénierie depuis très longtemps. Et donc vous voyez ici un petit parallèle en termes de modèle, de conception, c'est que finalement on fait ce parallèle entre les composants d'un système électronique et les composants d'un système biologique qui seraient reprogrammés pour des tâches données. Le parallèle s'arrête là, parce que les problèmes que l'on va rencontrer et les problèmes notamment de composabilité vont être complètement différents. Alors, pour résoudre ces problèmes de modélisation, aujourd'hui, il existe un grand nombre de systèmes de mathématiques, de modélisation de systèmes complexes. Ils sont assez performants en règle générale. Ils souffrent quand même d'un défaut fort, c'est qu'ils ont été conçus par des gens très bons en modèle, qui depuis longtemps se sont investis dans la biologie, mais qui historiquement ne sont pas des biologistes moléculaires et qui sont rentrés dans le détail de la molécule. Et pour cause, parce que c'est souvent, même en biologie, déjà un autre monde. Et donc ce qui se passe, c'est que tous ces systèmes très performants le sont, mais à l'échelle de la molécule entière. Or, dans la réalité, je vais le faire bref, les molécules, comme les protéines ou les chromosomes, qui sont des molécules d'ADN, ne portent pas une fonction. La notion de gène, un gène n'est pas une molécule. Un gène, c'est une vision, c'est un modèle, c'est une vision conceptuelle d'aspect fonctionnel d'une grande molécule d'ADN qui contient un très grand nombre de zones fonctionnelles que sont les gènes. Mais un gène, physiquement, ça n'existe pas. Pour les protéines, c'est pareil. Sauf que les protéines sont plus petites, donc on avait tendance à les prendre pour des molécules entières qui ont une fonction. En fait, c'est un peu comme les gènes, de façon un peu plus réduite, mais elles contiennent plein de domaines structuraux et fonctionnels qui portent des fonctions différentes. Donc on a investi il y a quelque temps pas mal d'énergie pour essayer de comprendre comment on pouvait redécrire sur le plan formel les fonctions en biologie, et en fait on se rend compte qu'on est obligé de les décrire sous forme de niveaux. Et en faisant ce travail, on s'est rendu compte que les fonctions biologiques étaient portées, toutes les fonctions biologiques de la nature étaient portées par un nombre très réduit d'actions élémentaires. Alors on va s'en servir pour essayer de construire une description formelle des fonctions de la biologie sur lesquelles on puisse faire ensuite, qu'on puisse réutiliser pour faire du calcul formel sur des fonctions biologiques, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Voilà. Et donc ça, c'est le premier travail de fond pour essayer d'identifier les actions élémentaires, identifier des façons de décrire les actions élémentaires selon les niveaux de détail. Alors ces actions élémentaires,
Elles sont regroupables en 4 grandes catégories, hein, celles qui coupent, celles qui transfèrent, celles qui font des interactions sans modification chimique, etc. Mais derrière, ce qui a été fait, c'est d'utiliser ces fonctions élémentaires pour recomposer des fonctions un peu plus complexes avec un algèbre derrière. Et ces fonctions élémentaires, ensuite, sont décrites et peuvent être soustraites, comparées, ne serait-ce que comparées. Aujourd'hui, on ne sait pas comparer en biologie les fonctions. On sait comparer les séquences. Et vous avez vu que le formalisme, qui date d'une trentaine d'années sur les séquences avec des lettres, 20 lettres pour les 20 acides aminés, ce n'était pas le cas à l'époque. Hein. C'était des mots qui décrivaient les acides aminés. Ce formalisme-là a permis de développer toute l'algorithmique qu'il y a derrière la comparaison de séquences. Et on sait que c'est très varié aujourd'hui, que ça peut aller très loin. Mais aujourd'hui, quand on compare des fonctions, on passe par les séquences, parce qu'on sait comparer des séquences et pas des fonctions qui sont aujourd'hui décrites sous forme de texte. Donc là, grâce à cette approche, on commence à pouvoir comparer des fonctions sur le plan computationnel. Et ça nous amène plus loin vers un changement de paradigme de représentation des molécules en biologie et des réseaux fonctionnels biologiques. C'est que si on fait l'hypothèse ici que nous avons 3 molécules, eh bien, on se rend compte, on les décrit comme ça de façon caractéristique, disons qu'elles chacune porte 2 domaines fonctionnels, donc 2 zones fonctionnelles. Voilà un réseau biologique classique, connu de la biologie. Alors ici, il est un peu abstrait, mais voilà. Maintenant, si on oublie 2 minutes cette notion de molécule, comme je le disais tout à l'heure, mais qu'on s'intéresse juste à ce que font les parties de ces molécules, donc on s'en fiche un petit peu de couper les modules, on redécrit les réseaux fonctionnels biologiques, non pas par réseau d'interaction physique, mais par réseau de process. Un petit peu comme on le fait dans le monde des usines, hein, on fait le plan du process et on ne fait pas le plan des machines-usines dans l'usine. Eh bien, on voit que la topologie n'est plus du tout la même, puisqu'on n'est plus ici dans un réseau de molécules, mais dans un réseau d'unités fonctionnelles, et ici on est dans un réseau de molécules. Or, énormément de méthodes de modélisation de systèmes complexes sont liées sur l'analyse de ces réseaux, statiques ou dynamiques. Et donc on voit bien que ici on analyse des réseaux d'interaction entre molécules, ce qui n'est pas si mal déjà sur le plan de la fonction, mais grâce à cette approche, on va pouvoir analyser des réseaux fonctionnels, des liens entre les process portés par ces molécules. Et donc ça, ce sont des choses assez nouvelles qui arrivent dans la biologie, mais qui, on l'espère, vont apporter une nouvelle vision de ce qui se passe vraiment en termes de processus dans les systèmes biologiques. Le problème, c'est que pour décrire ça, il y a un gros travail de fond à réaliser. Donc je vous donne un exemple ici sur un réseau très connu en biologie. C'est un peu la bête de cire que tout le monde connaît bien, le cycle central du carbone des mitochondries ou des bactéries. Ici, c'est des bactéries. Donc ça veut dire qu'il faut faire un travail d'analyse structurale tridimensionnelle de toutes les molécules de façon systématique, identifier tous les domaines structuraux, c'est fait ici, et ensuite d'analyse fonctionnelle de toutes les molécules, parce que ce n'est pas noté dans les bases de données, et d'identifier chaque domaine de molécules et de lui implémenter toutes les actions élémentaires qu'il porte. On a donc des molécules décrites avec des sous-domaines structuraux et des molécules les mêmes décrites avec des actions élémentaires portées par ces molécules. Et quand on regroupe tout ça, on est capable de retracer l'équivalent de ce réseau ici pour le cycle central du carbone, et vous voyez que la topologie n'est pas la même. Mais par contre ici, ce n'est pas un réseau de molécules qui interagissent, c'est un réseau de processus qui s'imbriquent pour réaliser des tâches fonctionnelles. Et donc l'analyse de ce réseau va nous renseigner de meilleure manière sur ce qui se passe vraiment dans ces réseaux-là. Or, ce qui a été vu là récemment dans un travail collaboratif dans le cadre de projets européens, c'est que finalement, ces réseaux-là ne suffisent pas à décrire ce qui se passe véritablement avec un seul changement de paramètre dans le milieu très simple, une source de carbone qui change. Le réseau n'est plus le même, les connectivités ne sont plus les mêmes. Donc il va bien falloir travailler. On a identifié que finalement, les connectivités sont plus stables quand on change les paramètres pour décrire le système que lorsqu'on les décrit par seule interaction moléculaire. Alors maintenant, si l'on veut concevoir des systèmes biologiques synthétiques, on va s'inspirer de cette connaissance un peu détaillée qui va jusqu'au modèle, jusqu'au sous-domaine, etc., pour essayer de reconstruire des choses réutilisables et qui puissent nous permettre de faire des biosenseurs de biomarqueurs, ce dont on parlait au tout début. Et donc le grand principe, c'est un peu ça, c'est que ce soit une bactérie ou un système dont je vous parlerai tout à l'heure ab initio, c'est-à-dire on construit une cellule de zéro. On va prendre l'exemple d'une bactérie. Eh bien, le principe, c'est quoi? C'est finalement une membrane, un compartiment intérieur, un compartiment extérieur, un système de biosenseurs qui vont être des capteurs de ces paramètres d'intérêt. Ces capteurs vont transmettre un signal à un système
calculant, je vais le dire comme ça, calculant, qui peut être à base de logique, mais autre chose aussi. Un système calculant, et ce système calculant va intégrer un algorithme, va implémenter un algorithme, et cet algorithme va être restitué sous forme d'une réponse que l'on voudra, dans notre cas, notamment si demain c'est un patient non expert qui va utiliser le résultat, que l'on voudra simple, c'est-à-dire on voudrait que ce soit un oui ou un non, je vais voir mon médecin ou je ne vais pas voir mon médecin. Dans quelques cas, on pourra se satisfaire de réponses plus sophistiquées, oui, non, peut-être, hein, ce sera peut-être nécessaire, mais voilà ce qu'on espère, c'est intégrer des signaux complexes, du calcul éventuellement sophistiqué pour faire le travail de l'expert, et restituer un signal simple que le patient puisse interpréter de façon simple. Alors notre méthode, ici, hein, bon, pour ce qui nous concerne, d'autres font autrement, c'est finalement une phase de design in silico, dans lequel on va essayer d'utiliser les connaissances, comme je le décrivais tout à l'heure, sur les processus depuis les versions domaines moléculaires et modules de molécules, ici. Donc on utilise notre formalisation, mais pas seulement. Passer par une phase de modèle et de simulation. Et là, on utilise un outil, on utilise plusieurs systèmes de modélisation et de simulation, mais on utilise beaucoup aujourd'hui, et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, un système auquel on a participé à faire évoluer, qui a été développé par Patrick Ama, un système HSIM, c'est un système de simulation stochastique qui est assez intéressant parce qu'il nous permet de travailler dans un espace tridimensionnel, un nombre de molécules connues, et ces nombres de molécules connues, on les met effectivement dans nos systèmes du même volume. Et donc on va pouvoir travailler à l'échelle avec ces systèmes de simulation, puisqu'ils sont un peu moins complexes qu'une vraie cellule biologique. Et ensuite, évidemment, une phase expérimentale extrêmement importante pour valider ce système-là. Et donc pour cela, on a essayé un peu d'optimiser, parce que ça c'est une phase très longue, assez fastidieuse, intégrant beaucoup d'outils, et donc on a développé un petit système informatique qui intègre un peu, qui optimise un petit peu notre façon de concevoir les systèmes. Et il est basé sur quoi? Il est basé d'une part sur une base de données d'actions élémentaires réutilisables pour pouvoir concevoir des systèmes. Ça veut dire quoi, réutilisable? Ça veut dire on ne travaille pas avec n'importe quelle molécule. En biologie, il y a des molécules stables, il y a des molécules instables, il y a des molécules qui supportent beaucoup de milieux différents. Il y en a d'autres qui, la moindre modification du milieu va engendrer des changements fonctionnels incontrôlables ou mal connus. Et dans ce cas-là, on ne va pas chercher à utiliser celle-ci. Donc on se concentre sur des molécules qui fonctionnent de façon robuste. Il y en a beaucoup dans la nature, avec beaucoup d'organismes différents. Et on se concentre pour essayer de bien caractériser ce qu'elles sont capables de faire seules et est-ce qu'elles sont capables d'être composables avec un système qui va l'entourer et continuer à faire son travail stable. Et à partir de là, on va essayer de construire des oscillateurs, des minuteries, des amplificateurs, des systèmes qui vont détruire notre système à de façon à le contrôler, etc. Alors, est-ce que ça c'est possible par la biologie? Vous avez peut-être entendu parler des systèmes de répressilateurs, enfin des oscillateurs intégrés par des systèmes génétiques. C'est Elovitz qui a fait ça dans une bactérie, et donc sa bactérie oscillait avec un signal fluorescent, mais enfin, avec une atténuation assez forte et assez rapide. Mais c'était quand même une première avancée. Mais il faut savoir que dans la nature, il y a des oscillations extrêmement stables et qui ne sont même pas contrôlées par de la génétique. Vous avez ici un système avec 3 enzymes. Ce sont des kinases et des phosphatases, en gros, qui mettent un phosphate sur une molécule et qui enlèvent un phosphate, et ça engendre des changements conformationnels. Mais ce qui est intéressant de savoir, donc ça c'est une cyanobactérie qui existe dans la nature depuis très longtemps. Ce cycle-là, moléculaire, juste enzymatique, quelques enzymes, 3 enzymes, et 2-3 substrats, avec une période d'oscillation de 24 heures. Et vous pouvez la laisser, je crois qu'il y a eu un calcul, je ne sais plus, mais plusieurs années sans qu'elle s'atténue. Donc c'est extrêmement stable. Dans la réalité, dans la cellule, il y a même un contrôle génétique qui le rend encore plus stable dans la durée. Mais ces enzymes, vous les mettez dans un tube, ça marche. Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc ça prouve que même sans contrôle génétique, on peut faire des oscillateurs. Et on va s'en inspirer. Mais encore plus récemment, donc on collabore avec le laboratoire de Zhuangdi à Stanford. Ils ont construit un système dans une bactérie. On est toujours dans la bactérie. Là, on est dans l'approche. On prend une bactérie, on modifie, on lui fait faire des choses. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. Donc là, c'est un système qui permet de faire de la mémoire réinscriptible, de la RAM, dans une bactérie, avec un système de génétique qui va mettre un contrôle. En gros, ce sont des enzymes. Et vous voyez un petit peu ces
ces petits triangles-là, qui sont un peu les cycles d'incision de l'enzyme. Et au milieu, on a un terminateur, en gros, un empêcheur de lire l'ADN. Si il est dans ce sens-là, il empêche de lire l'ADN, et l'ADN est lu dans ce sens-là. Si on le retourne, c'est-à-dire qu'il est tête en bas, comme ici par exemple, l'ADN ne peut pas être lu. Derrière, vous lui mettez un gène de lecture, une molécule qui rend les choses fluorescentes, et vous avez un système avec des enzymes, deux enzymes, une enzyme 1A et une enzyme B, peu importe, ce sont des intégrases, qui vont chacune pouvoir agir sur des cases de couleurs différentes. Voyez ? Donc en gros, vous avez une qui va agir là et l'autre qui va agir là, ici. Donc celle-ci peut agir pour retourner, flipper le terminateur ici. Celle-ci va agir sur ces deux coins pour flipper. Et donc en jouant sur le positionnement de ces zones-là, ils vont pouvoir faire non seulement un bit, un 0, attention, un seul signal. Ici, il y a ce qu'on appelle en génétique un promoteur. Vous mettez par exemple un promoteur sensible au sucre, vous mettez du sucre dans le système, ça active l'intégrase, elle fait tourner, elle met le bit à 1. Mais c'est réversible. Parce que vous mettez l'autre, elle fait retourner dans l'autre sens, le bit revient à 0. Donc vous pouvez jouer sur une mémoire inscriptible et réinscriptible. Donc ça vient d'être. Alors, ça a été publié dans PNS en 2012, mais ils sont allés, et en ce moment on travaille ensemble sur ça, ils sont allés un peu plus loin. Évidemment, avec ça, on va pouvoir construire aussi des portes logiques, contrôlables, puisqu'il suffit de changer ici la sensibilité. Alors j'ai dit tout à l'heure le glucose, mais ça peut être à une molécule quelconque, une sensibilité qui va, du promoteur qui va activer ce gène. Et donc nous, on va s'en servir pour des tests diagnostiques. Donc vous pouvez changer la sensibilité à façon du 1-0. Et avec ça, selon que vous allez positionner les inverseurs, eh bien vous allez pouvoir mettre le bit à 0 ou à 1 en fonction d'une table logique OR, AND, XOR, etc. Alors comment ça fonctionne derrière, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des plasmides. On a besoin de deux choses. Un plasmide qui amène les deux intégrases contrôlées chacune par un promoteur, c'est-à-dire qui sont produites que si il y a le signal qui active le promoteur, ici le glucose qui active, enfin ici c'est l'arabinose, qui active le glucose et qui fait synthétiser cette intégrase A, et l'autre promoteur, ici, qui va permettre de lire la deuxième intégrase. Donc là, vous avez le système, ici, les signaux contrôle, et l'élément logique, c'est ça. Et donc ils vont faire quoi? Ils vont faire soit sur ce plasmide qui, par exemple, implémente ceci, ou ce plasmide qui implémente ceci, etc. Donc vous avez ensuite la coexistence dans la bactérie de ce plasmide et ce plasmide, vous avez une porte OR. La coexistence de ce plasmide ici, vous avez une porte XOR, etc. Voilà, donc ça ce sont des choses qui viennent d'être terminées, qui sortent dans Science dans un mois ou quelque chose comme ça. Et donc cette utilisation de mémoire inscriptive pour faire des portes logiques, donc ici vous avez en gros les prédits, mesurés, et surtout vous voyez ici, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est des mesures en cellules uniques, des bactéries qui n'ont pas shifté en fluorescence, et une bactérie, et là les bactéries qui ont shifté en fluorescence, donc vous voyez que ce n'est pas du 100%, mais globalement, un biologiste, là c'est mesuré à cellules uniques, donc c'est la population, le nuage là c'est la population de cellules. Un biologiste quand il mesure le tube, il mesure la somme de tout ce qui se passe dans le tube, hein. Donc ça il ne le voit pas. Alors à cellules uniques on le voit bien, mais ça marche extrêmement bien. On voit bien que si on met un seuil ici, ils ont des portes qui marchent bien. Mais nous, notre job c'est de le mettre en situation réelle. Et c'est là le lien entre la recherche fondamentale et la recherche plus appliquée, c'est que tout ce travail marche assez bien et on travaille sur les conditions. En fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a des optimisations, des mises en condition de ces bactéries pour que ça fonctionne. Mais si on les met en milieu réel, c'est ce qu'on s'amuse à faire, on les met en milieu réel. Par exemple, on veut objectif, on voudrait utiliser les urines des patients pour qu'ils n'aient rien à faire. Ils vont chez eux, dans leurs toilettes. On va dire que ce sont des toilettes de nouvelle génération dans lesquelles il y a un système biologique qui existe, des bactéries. Bon, on ne le voit pas. Hein. Et puis vous imaginez, par exemple, un diabétique qu'on va tester en permanence, au lieu de se faire un test dans le sang, hein, il ne fait rien, il va juste aux toilettes, et s'il se passe quelque chose, eh bien on a un changement de coloration, ou un changement de paramètre fluorescent coloration. Mais imaginons qu'on dérivatise ces toilettes avec un système détecteur d'une longueur d'onde, connecté au Wi-Fi,
vous voyez bien la médecine du futur, enfin, la prise en charge du patient à domicile, c'est ça. C'est le patient fait le moins de choses possible. On teste ses paramètres de façon régulière. Je rappelle que les diabétiques, ils vont à l'hôpital une fois tous les ans se faire tester, mais ça s'arrête là pour le suivi. Là, on les suit tous les jours. Et quand il y a des alertes, ils ne sont pas nécessairement avertis eux-mêmes, mais les informations sont envoyées au médecin traitant qui le convoque, etc. Donc voilà un petit peu la pratique et pourquoi on travaille sur des systèmes comme ça. Mais on voit que quand même, on n'est pas encore arrivé parce que là, c'est un système de contrôle qu'on a mis, donc issu de ce système-là, qu'on a mis dans de l'urine à concentration croissante, pas d'urine. Petit à petit, on augmente 25% jusqu'à 100%. Et donc, vous voyez, ici, c'est un contrôle. Donc, ici, ça doit être positif, là, négatif. On voit que ce n'est pas tout à fait de négatif. Hein. Vous avez la même chose à cellule unique ici. Hein. Voilà. Donc là, c'est positif. C'est négatif, enfin c'est 0, 1, 0, 1, bon c'est à peu près bon, il y a quand même un seuil, on voit qu'il n'y a pas 100% des cellules, ça ne se voit pas très bien là. Enfin, quand on commence à ajouter de l'urine, on voit que le 0,1 il commence à être sérieusement ébranlé, et là le système n'est pas trop complexe. Donc en ce moment, on est en train de continuer à développer ces systèmes, et on se rend compte que finalement, les bactéries sont capables de réaliser des choses extrêmement sophistiquées, parce qu'on peut les programmer, et on bénéficie, on va dire, du plateau technique de la batterie qu'on peut réutiliser. Mais par contre, elles font bien d'autres choses et elles sont très complexes. Et surtout, dès que le milieu se complexifie, les urines c'est complexe, le plasma, le sang c'est complexe, eh bien il y a des interférences extrêmement fortes que l'on ne maîtrise pas forcément. Donc en ce moment, l'effort porte là-dessus. C'est bien de faire des choses pour des belles publications, mais ça ne suffit pas, même si ce sont des avancées majeures, ça ne suffit pas si on veut en faire des applications cliniques. Il va falloir travailler et c'est ce qu'on fait. Voilà. Alors maintenant, ça, c'était dans les bactéries. Est-ce que finalement, en simplifiant le système, oublions 2 minutes le plateau technique de la bactérie et retroussons-nous les manches et on va essayer de construire des systèmes biologiques de zéro. L'avantage, c'est qu'on sait ce qu'on a dedans. Dans une bactérie, on ne sait pas trop, il se passe beaucoup de choses. Le défaut, c'est qu'il va falloir que ça marche. Ça ne marche pas tout seul. Et donc là, il y a eu quelques papiers précurseurs, un petit peu, il y a quelques années, où des gens ont identifié un groupe d'enzymes et en faisant travailler ces enzymes ensemble, en choisissant des inputs, là c'était le glucose encore, vous voyez, c'est la bête de cirque là aussi, et là de l'eau oxygénée, eh bien on avait un output qu'on pouvait colorimétrique, hein, puisqu'après un substrat était modifié sur le plan colorimétrique, et donc cette couleur pouvait nous donner un profil de porte AND, de porte XOR, etc. Bon, problème, c'est que par exemple cette porte-là, c'est une porte qui ne mesure pas une quantité à n'importe quel moment, c'est une porte qui mesure une quantité à un moment donné sur une dynamique. Donc vous imaginez bien qu'il faut être là pour capturer le signal. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager dans le domaine de l'utilisation clinique, non expert, etc. Mais c'était quand même précurseur. Donc nous avons passé pas mal de temps à essayer de travailler sur la construction de portes. Alors, Wilner, là, ils ont mis 3 ans pour construire ces portes-là. Et ils ont construit 2 portes et demie, parce que la troisième n'en est pas dans une. Donc nous, on a passé un petit peu de temps pour essayer de se dire, bon voilà, si on doit passer 2-3 ans à chaque fois identifier 1 ou 2 portes logiques nouvelles biochimiques, on n'est pas arrivé quand il va falloir construire un système plus complexe et surtout avec des portes qui ne vont pas être compatibles entre elles, donc on n'aura pas beaucoup de solutions de rechange, etc. Est-ce qu'il y a moyen d'identifier à très grande échelle des milliers, voire des centaines de milliers de portes logiques robustes, réutilisables, et à ce moment-là, on aurait un catalogue, et comme on ne peut pas réutiliser la même porte 2 fois dans un système biologique, parce que vous savez qu'il est auto-organisé et mélangé, donc on va pouvoir utiliser des portes AND, si on a besoin de plusieurs portes AND différentes, mais composables et le plus orthogonal possible. Mais pour cela, on a besoin d'un grand nombre de portes AND différentes et le plus orthogonal possible. Donc on a essayé de construire un système qui va chercher dans les réseaux biologiques des groupes de molécules capables de porter une fonction logique, et ces groupes de molécules, de les identifier, de les réutiliser. Donc c'est ce qu'on a fait. Bon, pour cela, on a vraiment essayé de travailler sur ce qu'était une porte logique et ce qu'était un comportement logique qui n'était pas réutilisable dans l'ingénierie. En clair, on a fait le tri entre des systèmes moléculaires qui étaient capables de faire de la logique, mais très difficiles à réutiliser parce qu'il faut capturer le signal au bon moment, ce sont des changements de pente, etc. Et donc pas très simple. Et nous, on a travaillé avec une logique de porte logique robuste et surtout qui donne un signal stable dans le temps, voilà, qui donne ce qu'on appelle en biologie un endpoint, c'est-à-dire une fois qu'elle a fait son travail logique, le point est là et vous pouvez le capturer. Et vous n'avez pas besoin de synchroniser tous les signaux, etc., parce que ça c'est un vrai problème. Et donc on a travaillé sur des patrons de
de mini-blocs de réseau biologique. Vous voyez, c'est une enzyme, 2 substrats nécessaires pour une enzyme qui donne un métabolite, ça nous donne une porte AND, des OR, etc. Et on a travaillé de façon très large à construire un certain nombre de patrons qui conduisent à des comportements logiques réutilisables. Et derrière ces patrons, on a construit, à partir de ces patterns, un système informatique qui nous permet d'aller récupérer les réseaux biologiques tels qu'ils sont exprimés, cette fois-ci, ces interactions molécule-molécule, tels qu'ils sont exprimés dans les bases de données à grande échelle, d'analyser ça. Alors, on a utilisé plusieurs approches à base de flux élémentaires, d'analyse de flux élémentaires et d'analyse de graphes. Mais derrière, on termine avec un jeu de groupes de molécules qui satisfont nos patterns. Et ce jeu de molécules, quand on les teste, c'est ce qu'on a ici. Vous voyez, c'est le même petit réseau qui est derrière. Et on voit que ce bloc-là nous donne une porte AND, le petit bloc qui est ici nous donne une porte OR, etc. Et ça, testé indépendamment du système. C'est-à-dire, quand je dis ceci, c'est qu'on prend les enzymes individuelles, on les met dans un tube, et elles se comportent de façon stable avec un endpoint, un signal endpoint, de façon logique. Alors, vous voyez, on a un certain nombre, là, vous voyez un certain nombre de portes AND et OR. Ce sont toutes, alors vous ne le lisez pas très bien, je suis désolé, mais ce sont toutes des groupes d'enzymes. Vous voyez, ici, il y a 3 enzymes, il peut y en avoir qu'une. Pour faire un AND, il peut y avoir 3 ici. Donc, ça vous fait autant d'entrées et autant de branchements possibles pour les circuits plus tard. Mais chaque fois, ce sont des molécules différentes et qui, pour certaines, peuvent être mélangées et concaténées. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on identifie à grande échelle des jeux de portes logiques portés par des réseaux biochimiques avec des enzymes et des substrats. À partir de là, on a une sorte de base de données, on va dire d'un réservoir de portes logiques réutilisables, et on les caractérise pour vérifier qu'on puisse les concaténer dans des mini-circuits logiques. Derrière, l'idée, c'est de construire une vésicule, cette fois, et non pas une bactérie, dans lequel on va avoir toujours nos biosenseurs. Ici, vous en voyez 2, là, avec un marqueur 1, un marqueur 2. Alors, le troisième, il est destiné à décider à quel moment le système va marcher. Vous voyez que ces molécules, lorsqu'elles activent le récepteur, font démarrer une enzyme qui consomme un substrat et qui le produit en produit coloré. Voilà. Et c'est idem, mais elles sont asservies à ce substrat, finalement, ces enzymes. Donc, ce substrat n'est présent que si, ici, il y a eu activation, et c'est notre interrupteur et notre synchronisateur. On met dans le milieu une molécule d'intérêt qui va activer ceci, qui va transformer ce premier substrat en produit, qui, lui, est le substrat pour lequel est asservi tout le système. Et ici, on peut mettre un système logique, sous forme de porte logique, par exemple. Voilà. On peut même mettre des minuteries pour vérifier qu'au bout d'un certain temps, ce système s'arrête, ce qui permet de synchroniser avant et après. Voilà, donc notre méthode globale, c'est de concevoir des mini-systèmes vésiculaires. Je prends de l'eau. Donc des mini-systèmes vésiculaires ab initio, d'utiliser notre système à l'échelle, je dis bien à l'échelle, avec des vésicules de 200 à 500 nanomètres de diamètre, et on connaît le nombre de molécules qu'on met à l'intérieur, je vous montrerai comment tout à l'heure, et ensuite de les tester et de les valider sur le plan expérimental. Et bien sûr, notre système BioNet4 va nous permettre de le designer. Alors comment il fonctionne? Bon, il utilise une interface de dessin, de réseau, mais là, dans notre cas, on va dessiner des réseaux abstraits, on ne met pas le nom des molécules, elles ne sont pas implémentées. Mais par contre, on a intégré ici donc, nos systèmes vers notre base de données et vers des systèmes de simulation. Et qu'est-ce que ça fait, notre système? Bien, ça utilise l'interface graphique de design Cell Designer, ça utilise notre base de données, et avec un système de satisfaction de contraintes, on va essayer de demander au système, on a mis, je voudrais un substrat, une enzyme, enfin 2 substrats, une enzyme, un produit, mais que ce soit avec une logique AND. Et notre système, grâce à notre description de pattern de ce qu'est une porte logique de façon abstraite, va essayer, sous forme, avec une approche de satisfaction de contraintes, de nous proposer des implémentations qui fonctionnent pour réaliser le système. Donc c'est plus l'expert biologiste qui, par sa connaissance, va dire « Ah, on pourrait utiliser telle enzyme pour construire une porte », comme le faisait Wilner, alors que c'est un chimiste, il avait besoin de travailler avec des biologistes, etc. C'est le biologiste qui va utiliser un système d'aide à la conception de portes logiques. Et évidemment, derrière, avec un volet modélisation et simulation, à molécules numéraires et volume réel, ou simulation continue, équation différentielle classique. Donc voilà un peu le schéma. Hein. On dessine, et ça c'est la notion la plus importante, un réseau abstrait, non implémenté, et notre système de satisfaction de contraintes
grâce à notre base de données aussi CompuBiotiqueDB, va nous permettre d'aider le biologiste, ce n'est pas encore complètement automatique, d'aider le biologiste et le guider vers de l'implémentation moléculaire avec des vraies molécules proposées. On arrive avec un réseau, on simule et on vérifie le comportement logique du réseau, par exemple, ou de l'algorithme implémenté par le réseau, et ensuite on passe à la phase expérimentale. Donc peut-être un petit mot sur HSIM, là, qui est développé par Patrick, qui en fait travaille au LRI et dans une équipe mixte, INRIA à Saclay, l'équipe AMIB, mais qui en fait est chercheur visiteur aussi dans notre équipe. Et avec lui, on a modifié le système de simulation HSIM pour pouvoir nous permettre de faire des multi-compartiments, travailler à l'échelle des domaines et pas des molécules, travailler de façon simultanée, de façon hybride, avec des molécules individuelles, avec un comportement de type multi-agent, et d'autres molécules, notamment les petites molécules, avec des approches de type Gillespie, donc c'est-à-dire non plus calculées, en termes de population et non plus comme individus moléculaires. On arrive à mixer ça dans les mêmes simulations, ce qui nous permet de passer les échelles, etc. Donc c'est quelque chose d'assez utile. Et voilà un exemple concret sur un réseau abstrait implémenté. Vous voyez, 3 enzymes, un input, un deuxième input ici de substrat, et puis cette enzyme va produire un produit en chaîne comme ça, et on va regarder cet output. Voilà, donc ça c'est un comportement logique de AND, mais à plusieurs branches. Et c'est un AND porté par 3 enzymes, vous voyez, ça peut le faire que par une, 2, ou un réseau complet peut se comporter comme un AND. Et vous voyez ici 2 implémentations distinctes, vous avez les noms des enzymes ici, peu importe, mais vous avez 3 enzymes différentes avec des substrats différents, voilà, qui conduisent à des signaux, ici des signaux colorés différents. Voilà. Donc là, vous avez un exemple, cette fois-ci mesuré, simulation avec HSIM, simulation classique, système d'équation différentielle, et expérience réelle. Voilà, donc c'est des choses qui nous permettent d'aller jusqu'à la validation, y compris expérimentale. Mais là aussi, est-ce qu'on a des interférences quand on le met dans des milieux un peu complexes? Voilà comment ça se passe pour le système. Quand il n'y a pas la vésicule et qu'on met notre système complet dans un tube et qu'on rajoute de l'albumine, l'albumine c'est une molécule qui aime bien interagir avec tout ce qui passe de façon un peu non spécifique. Alors c'est très utile dans le corps humain, ça évite aux molécules de se faire détruire rapidement, mais en même temps ça réduit les capacités du système. Enfin ça atténue les interactions parce que ça les mobilise de façon non spécifique. Donc on voit le système ici, le signal positif de notre porte, de notre réseau implémenté sensible au glucose, signal positif maximum. Et puis dès qu'on rajoute de l'albumine, on voit ici de façon continue, on ajoute de l'albumine. Dès qu'on ajoute de l'albumine, il y a un changement, le système est à peu près 2 fois moins performant. Mais par contre, lorsque vous continuez à ajouter de l'albumine, on voit bien que c'est systémique et que ce n'est pas moléculairement individuel. Vous pouvez continuer à avancer, voilà, le système est robuste. Il est réduit, mais robuste à des concentrations croissantes d'albumine. Et on voit qu'on passe un deuxième seuil, ici, avec des concentrations très fortes d'albumine. Bon, donc ça, ce sont des choses qu'il faut caractériser. Là, c'est l'albumine, hein, ce n'est pas encore de l'urine et du plasma. Et bon, dans le plasma, principalement, vous avez de l'albumine et puis beaucoup d'autres molécules en petite quantité. Voilà. Et donc là, quelque chose de plus classique, plus connu, vous avez la même porte et sa sensibilité au pH. Et on voit qu'il y a des pH interdits. Hein. Et donc ça, il faut le savoir quand vous caractérisez et pour savoir après, dans le cadre de l'utilisation, si vous serez dans ce seuil de paramètres. Comment est-ce qu'on va utiliser des vésicules? Alors, j'ai oublié de le dire, si vous mettez le même système dans les vésicules, je n'ai pas mis le résultat là, vous vous affranchissez en grande partie de ces interactions parce que la membrane va vous mettre à distance le système et il n'y a que le glucose qui rentre dans notre petite vésicule. Voilà. Donc nous, les principales applications sur lesquelles on travaille, c'est dans l'urine, parce qu'il y a une pathologie, lorsque vous avez un diabète, vous n'avez pas qu'un diabète, vous avez le risque de développer d'autres pathologies cardiovasculaires, mais aussi rénales. C'est la première cause de dysfonction rénale jusqu'à la perte du rein. La perte du rein, c'est le premier coût de santé, tout pays confondu, dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui vont en dialyse, ils y vont tous les 2 à 3 jours. C'est extrêmement coûteux et c'est très, très, très pénible à vivre et pour l'organisme. Donc c'est un point important et on n'a pas toujours l'occasion d'avoir des greffes de rein. Donc c'est important de suivre très tôt un patient diabétique pour vérifier qu'il n'est pas en train de nous faire une néphropathie diabétique. Et donc pour ça, on essaie d'avoir accès dans les urines et de le faire. Mais une néphropathie diabétique peut se déclarer dans 10 ans. Donc si vous allez tous les 5 ans chez votre médecin,
c'est aujourd'hui pas ce qui se passe, mais presque, c'est pas très bon. Et pareil pour le cancer colorectal. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, le criblage des patients se fait au travers de coloscopie. C'est lourd, c'est de l'hospitalisation 2 jours dans le meilleur des cas. C'est pas marrant pour le patient, c'est de l'appareillage lourd. Il peut même y avoir des petits soucis d'effets secondaires. Bon, si on pouvait tester directement dans les selles ou prendre quelque chose qui nous colorerait les selles s'il y avait un cancer colorectal très tôt, très sensible, on voit que ça peut changer la pratique de la même manière. Voilà les grands seuils. Alors comment est-ce qu'on fabrique ces vésicules? Eh bien, il y a plusieurs façons. Soit on le fait avec des méthodes biochimiques et chimiques classiques où on réhydrate des films avec la solution d'intérêt dans laquelle on a mis toutes nos molécules qui composent l'algorithme. Soit on utilise des approches de microfluidique. En clair, vous avez ici plusieurs canaux qui vous amènent la composition de votre vésicule. Vous passez dans des solutions de lipides avec des systèmes piézo et vous construisez des vésicules, mais chacune des vésicules contient votre réseau implémenté en logique et ensuite vous allez pouvoir le tester. Donc, je vous donne ici un exemple d'un réseau intéressant dans le domaine du diabète. Donc, c'est une vésicule, ce n'est plus une bactérie, et cette vésicule est implémentée pour mesurer, pour le moment de façon très simple, additive, avec un AND, du glucose et des gaz dissous dans les urines, qui sont les oxydes nitriques. Et donc, il y a des oxydes nitrates, il y a plusieurs espèces chimiques de ce gaz, mais à la fin, toutes ces espèces sont transformées par une enzyme en une seule. On va appeler ça NOx, oxyde nitrique, toute espèce confondue. Et donc, ces deux mesures sont assez intéressantes pour vérifier l'état du patient au sein de ses urines. Donc, on construit des vésicules aujourd'hui qui vont mesurer les deux. Donc, ici, vous avez un système enzymatique qui mesure, qui est sensible au glucose et qui, en travaillant, va nous produire une molécule NADH+, qui, elle, va nous faire le couplage, parce que les enzymes qui vont processer les gaz NO du milieu, elles ont besoin de cette molécule pour fonctionner. Et donc c'est comme ça qu'on fait le couplage. Et ici, vous avez un composé fluorescent. Donc vous avez ici la simulation, j'espère que ça va marcher, HSIM du système. Et donc vous pouvez choisir de suivre les espèces. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez votre vésicule avec le système que vous avez vu là implémenté, avec le nombre de molécules correspondant à ce qu'on met en termes de concentration dans la vésicule. Et vous avez ici le compartiment externe qui symbolise en gros le tube. Et ici, vous avez notre vésicule. Et vous avez une interaction et le passage de molécules de façon active ou accélérée par d'autres molécules qu'on va appeler des pores au travers de la membrane. Ça, on peut le choisir. Et vous allez pouvoir suivre l'évolution de vos paramètres. C'est assez proche, si vous faites ça de façon répétée et vous faites des stats dessus, c'est assez proche de ce que pourrait vous donner pour des systèmes simples, des systèmes d'équations différentielles. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que quand on va travailler avec des très petites quantités de molécules, les systèmes d'équations différentielles ne fonctionnent pas bien. Parce que là, on travaille avec des effets de bord très importants, et là, on rentre un peu dans la physique. C'est que dès qu'on a des concentrations extrêmement faibles dans des espaces très réduits, les comportements de transfert de masse et les cinétiques connus dans la biologie, qui est plutôt de la biologie de grande échelle avec des milliards de molécules dans des tubes qui sont certes petits comme ça, mais qui à l'échelle de la molécule sont gigantesques, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière, la physique n'est pas la même. Et donc là, avec un système de simulation ad hoc, on va pouvoir redresser ces petits problèmes de simulation. Pour 1 minute, ça va? Hop, excusez-moi, fermez ça. Toc. Voilà, donc c'est un peu la logique dans laquelle on s'engage aujourd'hui. Et donc vous avez ici la description un peu du champ opératoire en fonction des deux composants d'intérêt et des proportions moléculaires qu'on va mettre dans le système. Et quand vous avez un système qui fonctionne comme ça, alors l'image qui correspond, elle ne correspond pas exactement à ce système-là, c'est une autre image, mais voilà à quoi ça peut ressembler. Là, vous avez de la microscopie classique à transmission, et lorsque votre système devient fluorescent, vous voyez ici à vésicule unique, là on parle de vésicule de 500 nanomètres de diamètre, à vésicule unique, une fluorescence. Donc soit vous avez des milliards de molécules, de vésicules dans votre système et vous avez de la fluorescence de votre solution, et ça c'est détectable par un appareil quel qu'il soit, de laboratoire ou chez le patient, mais soit vous avez un compteur individuel de cellules, et là vous pouvez faire un appareil très précis pour les milieux hospitaliers qui vont pouvoir aller mesurer des choses très précises, même si ça engage la survie du patient. Voilà. Alors je terminerai sur quand même un peu une ouverture sur quand même les problèmes à venir. On voit bien qu'il y a un gros volet technologique où il faut encore maîtriser. Vous avez vu, j'ai essayé de vous montrer qu'à la fois il y avait des choses assez
sophistiqués. Alors certes, là on parle de biologie et de calculer avec de la biologie, donc on est très modeste en termes de calcul, hein, mais quand même relativement sophistiqués. Et vous avez vu qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour travailler sur la robustesse de ces systèmes, les optimiser et surtout leur permettre de travailler en milieu réel d'utilisation en santé, avec les perturbations qu'on attend. Et donc on apprend en même temps, en travaillant là-dessus, paradoxalement, on apprend sur nos systèmes biologiques de façon générale. Et on se rend compte que la biologie, elle fonctionne peut-être un tout petit peu différemment de ce qu'on croyait jusqu'à présent. Donc on apprend aussi sur le plan fondamental sur la biologie, mais alors gros problème, c'est que demain, imaginons que ces systèmes fonctionnent, soient robustes, qu'on ait la maîtrise technologique et que finalement ils fassent le job attendu. On n'a pas gagné parce que mettre des systèmes comme ça sur le marché, vous voyez ce que le débat sur les OGM peut donner. Là, ce n'est pas des OGM. Pour certains, ce sont des systèmes vivants complètement modifiés pour réaliser des tâches non naturelles. Donc, on n'est pas très sûr que l'acceptabilité sociétale va être très grande. Il n'y a pas de législation aujourd'hui dans ce domaine-là. Donc, on travaille aussi sur ces domaines-là, à l'échelle européenne pour travailler sur la législation. Qu'est-ce qu'on doit regarder quand on produit ça? Est-ce qu'on doit traiter ça juste comme un OGM? À mon avis, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Qui, en termes d'expertise, est capable d'expertiser une telle complexité pour pouvoir donner des autorisations sur le marché? Sûrement pas juste des généticiens ou juste des modélisateurs. Il va falloir travailler sur le profil des gens qui vont pouvoir donner des autorisations de mise sur le marché et de sécurité pour le patient qui soient quand même assez cohérentes par rapport à la complexité de tel système. Donc vous voyez que là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont attendues. Et donc, de façon générale, la biologie synthétique devra aussi répondre à ces challenges-là si elle veut devenir pas seulement une science de laboratoire, avec des choses assez jolies qui peuvent être construites. Et là, il y a déjà des choses beaucoup plus sophistiquées que ce que je vous ai montré qui existent dans les laboratoires. Mais en termes d'application, il faudra un niveau supérieur de maîtrise de ces technologies parce que, évidemment, il y a des aspects éthiques. Il faudra que ce soit quand même moins coûteux que ce qui existe aujourd'hui. Ce n'est pas gagné quand on redesign des systèmes biologiques. Et puis, il faudra aussi vérifier qu'il n'y ait pas d'utilisation inattendue et négative de ces systèmes qui pourraient mettre l'opprobre sur ces approches-là. Voilà, donc là, c'est juste une slide pour remercier un peu tous les gens, parce qu'évidemment, je ne fais pas ça tout seul. Donc là, vous avez l'équipe actuelle. Alors, elle est composée de biochimistes, de biologistes, maths et info. Donc c'est assez sympa comme ambiance là, pour croiser les disciplines. Et puis bon, bien sûr, avec un jeu de collaborateurs. Mais parmi les collaborateurs, nous avons évidemment des collaborateurs dans ces différentes disciplines, mais aussi, il ne faut pas oublier dans notre cas, des cliniciens, parce qu'on travaille sur échantillons humains, on travaille pour essayer de construire des systèmes utilisables dans des conditions réelles, existantes du monde de la clinique. Et donc on essaie d'adapter nos solutions, pas seulement au fonctionnement algorithmique de nos systèmes, mais au fonctionnement compatible dans un milieu hospitalier ou réalisable par un patient. Voilà, je vous remercie de votre attention. Désolé si j'ai dépassé pour le temps. Donc une question au sujet de la modélisation par domaine structuraux que vous avez évoqué à partir de votre papier JMB 2004. Donc on sait depuis les papiers Nature d'Anne-Claude Gavin et autres que la plupart des complexes protéiques que l'on trouve dans la cellule font intervenir entre 4 et 6 chaînes polypeptidiques, ce qui est probablement lié à la nécessaire régulation de la thermodynamique, les variations d'énergie libre, etc. Et donc, puisque la nature utilise non seulement des chaînes polypeptidiques qui ont plusieurs domaines structuraux, mais puis encore des complexes qui font intervenir plusieurs chaînes polypeptidiques, pourquoi modéliser à partir de quelle est la validité alors, d'une modélisation à partir des domaines? Absolument. Oui, j'ai le micro, donc ça va. Donc c'est une très bonne question parce que, en fait, historiquement, moi je viens du domaine de la structure moléculaire. Donc je viens de la biophysique, cristallographie, sur les domaines et les complexes. Vous avez tout à fait raison, la biologie est encore plus complexe que ça. Donc, on ne dit pas que la biologie se résume à des interactions entre domaines, mais on explique mieux la biologie fonctionnelle à travers les domaines qu'à travers la molécule sans rentrer au niveau des domaines. Tous les gens qui travaillent en structure-fonction, depuis longtemps, s'intéressent, les structuralistes notamment, s'intéressent à ce qui se passe au niveau des domaines, parce qu'on sait très bien qu'on coupe les domaines, ils continuent à fonctionner hors de la cellule. Sur le plan de l'évolution, je rappelle aussi que vous avez des molécules individuelles qui sont des domaines uniques, par exemple, qui fonctionnent séparément dans certaines espèces. Dans d'autres espèces, génétiquement, elles sont rassemblées au sein de la même molécule. Maintenant, il est vrai qu'un grand nombre... Alors,
toutes les molécules ne fonctionnent pas comme ça, avec des macro-complexes moléculaires, mais c'est relativement général. Mais c'est souvent des macro-complexes très transitoires, donc c'est très difficile à suivre, même sur le plan biophysique. En tous les cas, il est évident que c'est plus complexe que ça. Mais pour y compris expliquer ça, on est obligé de passer à l'échelle des domaines. Parce que quand vous regardez le ribosome, comment ça se passe, toutes les molécules du ribosome n'interagissent pas entre elles. Il ne suffit pas de faire la liste des molécules et de faire quelques liens entre les chaînes polypeptidiques qui interagissent dans le ribosome pour comprendre le ribosome. Ça se passe bien à l'échelle des domaines. Alors maintenant, les domaines interagissent entre eux et on peut les décrire avec ces approches-là au niveau des interactions. Mais c'est déjà un gros travail, je veux dire, d'annotation à l'échelle des domaines. Et alors, on est bien conscient qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire pour expliquer toute la complexité des interactions moléculaires au sein des macrocomplexes. Mais aujourd'hui, et pour terminer là-dessus, ça c'est pour le côté cognitif, comprendre les structures fonctions des molécules. Au départ, d'ailleurs, on travaillait là-dessus pour ça. Mais de façon très pragmatique, aujourd'hui, quand on conçoit maintenant sur la partie biologie synthétique, on n'a pas ces macrocomplexes qui sont là, puisque nous, on conçoit ab initio nos systèmes. Mais par contre, ça nous aide de concevoir en process et de modéliser en process nos schémas, parce que quelquefois, on ne produit même pas la molécule entière, on ne met que le domaine qui nous intéresse. Et pourquoi ça nous aide? Parce que là, on n'est plus dans la biologie explicative et la compréhension des systèmes très compliqués, on est dans une biologie que l'on veut maîtriser et pour laquelle on va élaguer un maximum de choses qu'on ne comprend pas, au minimum. Voilà, donc voilà comment ça nous aide de façon un peu pragmatique, tout en étant d'accord que la biologie est plus complexe que juste des interactions au niveau des domaines. En tous les cas, en le disant à l'envers, on ne peut pas expliquer les fonctions sans s'intéresser au domaine. Je voulais savoir, vous avez parlé de vésicule. Je voulais savoir si c'était considéré comme quelque chose, une cellule vivante, et sinon, quel est l'intérêt pour vous d'appliquer ce que vous faites, qu'apporte la cellule vivante par rapport à la vésicule dans votre domaine d'activité, et finalement, tous ces problèmes d'éthique, est-ce qu'ils ne peuvent pas se traiter en disant je ne vais faire que je vais travailler que sur des notions de vésicule, puisque ce n'est pas considéré comme du vivant avec de fortes interactions dans les systèmes. Vous avez parfaitement bien compris la stratégie. Quand on va travailler avec des applications cliniques, je vais le dire le plus tôt possible, parce que je suis optimiste, on va évidemment commencer par proposer des choses à partir de vésicules que l'on va évidemment décrire comme des systèmes non vivants. À ce moment-là, on les appellera des nanosystèmes biologiques, on fait comme on veut, encore que quand on utilise le terme nano, ça fait déjà peur. Donc on trouvera un moyen, mais peu importe, on s'en fiche un peu. Mais vous avez raison, est-ce que c'est vivant ou pas? Alors, je ne vais pas rentrer trop dans ce débat, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de débats sur le vivant, et pas seulement conceptuels sur c'est quoi le vivant, parce qu'on est en train peut-être de se rendre compte que la biologie a oublié un certain nombre de choses qu'elle est en train de comprendre. Je vais revenir là-dessus. Mais donc une vésicule, vous avez raison, elle sera plus acceptable si on doit injecter ça, d'autant qu'elle s'est déjà utilisée pour la délivrance de médicaments. Voilà. Et donc nous, on a évidemment mis en parallèle ces deux stratégies parce qu'on a bien compris que si on arrive à faire des choses ab initio, mais il faut que ça marche, dans les milieux complexes, sans interaction, on aura plus de chances d'avoir des premières utilisations pour des patients et des vraies pathologies rapidement. Maintenant, quel est l'avantage de la biologie réelle, vivante, avec de la génétique? Je fais au passage la petite parenthèse qu'on peut aussi implémenter de la génétique dans ces vésicules. Vous savez qu'on peut y injecter des systèmes de régulation de gènes, de transcription, de réplication, de façon artificielle, ça marche très bien, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. On trouve ça même dans les catalogues, et vous injectez un mix moléculaire qui vous permet de faire de la traduction, etc. Bon. Et donc là, la question va se reposer, les interactions. Maintenant, un système vivant, c'est quand même un système qui se reproduit. Et donc, demain, ça veut dire que si on utilise des vésicules, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut les mettre, ces vésicules. Je vais parler en termes de coûts, pas d'argent, mais au moins production, ça veut dire une logistique, ça veut dire les produire, les acheminer, les donner, les vendre. Une bactérie, vous pouvez imaginer que vous pouvez les entretenir. Et les entretenir, ça fait quand même baisser les coûts, et puis ça multiplie aussi assez facilement les choses. Faire croître une bactérie, ce n'est pas très compliqué. Donc voilà, les gens, par exemple, du biocarburant, ils n'imaginent pas le faire à partir de vésicules fabriquées une à une, même si c'est à très grande vitesse dans un système microfluidique. Donc les gens du biocarburant travaillent plutôt sur des systèmes biologiques. Maintenant, si vous voulez maintenant rétablir une maladie chronique, et que, par miracle, vous avez un système qui est robuste, orthogonal par rapport à l'autre, et que vous arrivez à implémenter ça, et à infecter un patient de façon durable avec un système qui lui régule sa chronicité, là, ça devient un avantage. Voilà. Pas forcément commercial, parce que c'est un avantage de pouvoir vendre en permanence un truc dont vous avez besoin, mais ça, on s'en fiche un peu. Mais par contre, l'avantage pour le patient est très important. On n'y est pas, comme vous l'avez compris. Et petite parenthèse maintenant par rapport au vivant.
Nous sommes tous beaucoup plus bactériens qu'humains. Et pas seulement en nombre, parce qu'aujourd'hui l'argument c'est « oh, il y en a beaucoup plus », pas seulement en nombre. Aujourd'hui, et ça nous intéresse beaucoup aussi parallèlement, les bactéries, on va le dire comme ça, gentiment, elles interagissent beaucoup avec nos systèmes de régulation clés. L'immunité, le comportement. On vient de sortir un papier sur l'influence sur l'appétit, hein, la prise alimentaire influencée par vos bactériennes intestinales et qui envoie des signaux interprétés par le cerveau, etc. Bon, voilà. On est à l'aube de quelque chose, démarrage d'autre chose, et c'est très intéressant. Du coup, ça veut dire que, projetons-nous dans 20 ans, hein, on oublie nos dogmes actuels, et dans 20 ans, les gens vont se dire, bon, on est de toute façon, et c'est le cas, hein, infectés par des bactéries non pathogènes en permanence, où nous sommes nous-mêmes une symbiose avec un microbiome très important. Donc, avoir une bactérie symbiotique de plus qui nous règle une pathologie, c'est peut-être envisageable. Je ne dis pas aujourd'hui. Mais moi, je fais le pari que c'est ça qui va se passer. Parce que les publications aujourd'hui dans ce domaine sont quand même assez spectaculaires. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on se dit, mais attendez, mais comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va contrôler ces bactéries? Et on a raison, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire. Mais demain, je fais le pari que ce sera envisageable. Donc aujourd'hui, notre stratégie, elle est centrée sur la vésicule, parce que c'est tout ce qu'on peut faire de façon raisonnable sans tuer le patient. Après-demain, je ne sais pas. Donc les deux stratégies ont encore de l'espace. Moi, j'ai une question. Tu as bien expliqué la logique des interactions au niveau domaine ou autre. J'ai l'impression que la dimension temporelle est aussi compte énormément dans les systèmes biologiques. Ouais. Là, est-ce que tu commences à travailler sur implémenter le contrôle de la dynamique de ces réactions pour contrôler l'ensemble du système synthétique? Pour être très honnête, la dynamique est bien plus importante que les interactions moléculaires. Alors, j'ai un peu centré, juste pour montrer un peu concrètement sur les domaines ce que vous pouvez dire, mais en fait, dans la description avec nos domaines, on y intègre de la dynamique. Mais la dynamique, elle ne s'exprime pas à chaque niveau d'échelle de la même manière. La dynamique à l'échelle des actions élémentaires chimiques n'est pas la même qu'à l'échelle des actions élémentaires biochimiques d'un domaine, et elle n'est elle-même pas la même au niveau des modules d'enzymes ou de molécules qui travaillent entre elles. Là, on parle de femtosecondes à l'heure, au jour, à la fin. Donc on voit bien que ces dynamiques sont à la fois importantes, mais très différentes. Et tout ce système nous permet, de façon un peu statique pour le moment, mais de les décrire pour pouvoir calculer dessus, les comparer. Donc ça, c'est pour nous déjà un peu une utilité supplémentaire. Mais par contre, maintenant, quand on passe à la conception, etc., toute la phase d'optimisation, en fait, elle se passe où? Elle se passe pas très peu dans la composition. Quand on est dans la phase, on a conçu un modèle, on l'a simulé, on est à peu près content de ce que ça pourrait faire si on le fabriquait. Quand on passe à la phase de fabrication, on passe assez peu de temps à se dire « tiens, je vais enlever ceci parce que ça me gêne » ou « je vais rajouter cela ». Ce qui se passe, c'est qu'on travaille sur l'optimisation des dynamiques. Et ça, c'est pas simple parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de méthode ad hoc pour optimiser de façon systématique, très rapidement, les dynamiques. Il faut se mettre les mains dans le cambouis, faire des expériences qui vont nous guider, des modèles supplémentaires, etc. Et là, c'est la phase lente de la conception, c'est toute la partie optimisation sur les dynamiques. Mais le jour où on aura résolu, je dis on, c'est la communauté aura résolu ces problèmes-là, et ça vaut vraiment le coup de s'y concentrer. Et ce n'est pas seulement la composition qui importe, mais c'est véritablement la dynamique du système lorsqu'il va fonctionner. Parce que je le disais tout à l'heure, on a des signaux à intégrer, quoi. On a des signaux et qui arrivent avec des dynamiques différentes, des amplitudes différentes, etc., des propriétés différentes. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Mais voilà, on ne peut pas s'attaquer à tous les domaines. Aujourd'hui, on passe du temps parce qu'on ne sait pas faire mieux.